Voilà, c'est samedi et je suis ravie de vous retrouver sur Dash TV pour notre rendez-vous hebdomadaire. Votre magazine féminin, Moi Femme, se penche aujourd'hui sur votre intimité. Nous ne voulons pas être, comment on dit, pousser la curiosité pour savoir ce que les uns et les autres font, mais nous nous attardons sur un élément essentiel, le bodywear, la lingerie. Et Marie-Christine, notre invitée, vous allez le voir, c'est la tête pensante du tout premier salon international de la lingerie Afrique. Elle veut positionner ce rendez-vous qui aura lieu à Abidjan le 14 juin prochain comme un rendez-vous incontournable pour moteur de ce secteur, ambassadrice de l'innovation. Je préfère le dire comme ça, ambassadrice surtout du changement. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Marie-Christine. Bienvenue. Bonjour Adrienne, merci pour l'invitation. Ah, c'est un plaisir. Surtout que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui me parle personnellement parce que j'aime voir les dames coquettes, pas seulement à l'extérieur, mais aussi quand il s'agit de bodywear. Vous êtes au service du bodywear, ça fait des décennies déjà? Oui, je suis entrepreneur dans le secteur de la lingerie. Ça fait plus de 20 ans. J'ai débuté ma boutique, ma première boutique en 2003 à Douala. Et donc, je suis distributeur, je suis créatrice parce qu'entre-temps, j'ai créé mes propres marques, et à la fois de lingerie, mais également de produits cosmétiques intimes. Et donc voilà, on peut dire que je suis une ancienne dans le secteur. Vous cassez les codes parce que vous arrivez et vous vous dites non, ça ne se fait pas comme ça. Et on imagine 2003, le sujet aujourd'hui encore, il est tabou, on ne parle pas de lingerie comme ça. Mais vous arrivez et vous vous dites, je me positionne, mais autrement. Je fais dans le chic. Est-ce que c'était évident? Non, pas du tout, parce que comme vous le dites si bien, aujourd'hui, c'est encore un sujet tabou, hélas, mais on est, comme je vous disais, on est dehors et debout pour que ce tabou soit levé. En 2003, quand je commence dans ce secteur d'activité, évidemment, je fais face à beaucoup de préjugés négatifs. Oh, c'est une femme de mauvaise vie, c'est une femme qui n'a rien trouvé à faire d'autre, etc., etc. Une femme qui vend des sous-vêtements, forcément, c'est une femme qui n'est pas fréquentable. Donc, c'est des préjugés lié un peu à la bêtise, je dirais. Donc, ouais, mais aujourd'hui, à l'époque, déjà, même les femmes avaient honte d'entrer dans la boutique pour acheter des sous-vêtements. Et donc, aujourd'hui, c'est totalement différent. Et je suis très heureuse de voir à quel point ça a évolué. Et je vois des couples qui entrent ensemble pour acheter. Je vois des femmes qui viennent. Et mieux encore, je vois des hommes qui viennent acheter pour leurs femmes. Donc, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Mais les gens ressentent toujours un malaise, une gêne quand on parle de lingerie, et ça, je pense qu'il faut que ça cesse. Moi, dans tous les cas, on va rentrer avec plus de détails. C'est plus de 2 décennies d'expérience qui vont être mis en avant du côté d'Abidjan dans quelques semaines seulement. Martial Nufenam, bienvenue. Bonjour à notre invité. De très belle ce matin, Martial, c'est la première fois que je vois faire un compliment en direct. Peut-être parce que parfois je suis stressée de le dire. Bah ouais, c'est normal. Faire un compliment, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Donc, Martial Nufenam, qui est notre consultant, psychologue et clinicien, merci. Oui, nous sommes fidèles au poste et nous parlons d'un sujet qui, pour moi, même pour moi, est un challenge. Nous parlons d'intimité, nous parlons de quelque chose qui ne rentrera pas forcément dans les langues communes. Et je pense que ça serait une opportunité pour nous autres d'apprendre, mais aussi d'édifier les gens sur le comportement ou bien sur le logiciel qui se cache derrière ce qu'on observe en termes de comportement vis-à-vis de la lingerie. Pourquoi les gens vont se comporter tels qu'ils se comportent. Et c'est important d'élucider ça pour mieux les éduquer. Pour mieux les éduquer, parce que parfois les gens vont se comporter parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas appris. Et je pense qu'en une heure, ça sera l'occasion d'apprendre, même pour nous autres. Dans tous les cas, avant de poursuivre notre échange, et je pense que le docteur Kombe, Nastia Kombe, médecin, sexothérapeute, va nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, le temps pour nous de faire recours à Joyce. On va s'intéresser à ces femmes qui font l'actu de la semaine et on revient très vite pour parler de lingerie.
Hello Adrienne, welcome to yet another edition of Earphone Lecture. They may be young, but your voices are loud, their impact undeniable. These African women are rewriting the story of leadership, innovation and activism. Meet the young change makers making the continent proud. First up, Zuria Oduwole, a young filmmaker and education advocate of Nigerian and American roots, began her mission at just 10 years old. She campaigns for girls' education across Africa and has been recognized by Time as one of the world's most influential teenagers. Next up, Vanessa Nakate from Uganda. She is a leading climate activist and founder of the Rise Up movement. She uses her voice to spotlight African climate challenges and has represented the continent at major events like the United Nations and the World Economic Forum. Next up, Cameroon. Meet Marie-Claire Kuja, a nurse and activist, founder of Kuja Eco Parts, an initiative that produces affordable and eco-friendly sanitary pads. Through her work, she is fighting not only period poverty, but helping girls stay in school. Still in Cameroon, Ariel Kitio, a tech entrepreneur. She is the founder of Casty, a company that teaches coding and digital skills to young people, especially girls. Her efforts aims to bridge the gender gap in technology across Africa. Finally, from Kenya, we have Montoni Drama Queen, a musician and entrepreneur. She combines art and activism. Through her music and creative projects, she advocates for women's rights, youth empowerment, and social justice in Africa. Their stories reminds us that leadership has no age, and that Africa's future is already being shaped by the bold steps of its young women. Akiba Joyce, merci pour ce rythme. Avec toi, on fait le tour de l'Afrique. Merci pour ce travail. Et en retour sur ce plateau, on poursuit avec, si vous venez de vous joindre à nous, nous parlons de lingerie en prélude au tout premier salon international de la lingerie Afrique que se prépare à accueillir Abidjan. Marie-Christine est la tête pensante de ce salon. Marie-Christine, pourquoi le choix de Abidjan ? On aurait pensé au Cameroun, Douala par exemple, ou Yaoundé. Pourquoi Abidjan? Eh bien, de mon point de vue, Abidjan, c'est l'une des principales capitales africaines de la mode. C'est une ville qui vibre, c'est une ville connectée, c'est une ville ouverte. Et il m'a semblé tout naturel de lancer cette première édition du Salon international de la lingerie à Abidjan. C'est un événement panafricain qui a vocation à bouger de pays en pays. Donc, on a juste choisi pour cette première édition Abidjan. Vous avez soigné votre offre. On a le sentiment que vous voulez offrir au public qui viendra du côté d'Abidjan le meilleur de ce qu'on peut trouver sur le continent africain. Oui, la lingerie, comme on disait tout à l'heure, en Afrique est très souvent perçue sous le prisme du tabou. Alors que c'est une industrie qui cache de nombreux enjeux économiques, l'entrepreneuriat féminin, l'innovation, la valorisation des talents locaux. Donc, le projet derrière, c'est de vraiment offrir cette plateforme, cette visibilité aux initiatives locales, aux nombreuses initiatives locales du secteur de la lingerie sur le continent africain, avec un message clair, dire que voilà, on existe. Et on peut grandir, on peut satisfaire la demande qui est de plus en plus grandissante en Afrique, de produits de qualité, de produits mode, de produits stylés et de produits de chez nous, okay, qui nous parlent, qui tiennent compte de notre morphologie qui est particulière. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir une plateforme pour connecter les marques, les créateurs, avec les potentiels acheteurs, le grand public et même les médias.
D'où peut-être cette masterclass créer et développer sa marque de lingerie en Afrique, masterclass qui sera proposée dirigée par Assistance Sissako, qui est consultante business. Assistance Sissako qui a pignon sur rue en Afrique, qui est une personnalité respectée dans le milieu. Accepter d'associer son image à un tel événement, c'est dire la qualité du travail qu'il y a derrière. Absolument, absolument, parce qu'au-delà Bon, je dois vous dire que le Salon international de la lingerie Afrique, c'est une partie du projet global que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, à travers le salon, donc au-delà d'exposer le savoir-faire des créateurs, non seulement des créateurs locaux, mais également des marques d'ailleurs qui veulent s'implanter sur le continent africain. Donc, au-delà d'exposer ce travail de savoir-faire, c'est d'éduquer les acteurs, c'est d'éduquer le public. Il y a beaucoup d'initiatives de jeunes africains ou afro-descendants basés sur le continent ou hors du continent qui créent leur marque, parfois sur le tas. Un peu comme moi, j'ai créé sur le tas. Je n'avais pas d'outils, je n'avais pas d'informations. J'ai commencé à tâtonner et par la suite, j'ai fait des recherches. Donc l'idée, c'est aussi d'éduquer ces créateurs, ces porteurs de projets. Comment est-ce que je crée ma marque dans le contexte de l'Afrique? Parce que l'Afrique a un contexte particulier. 2003, et voilà. On se positionne... on n'a pas toutes les facilités qu'aujourd'hui. Non, on n'a pas Internet. On évolue à l'aveugle. Exact. On n'a pas Internet comme aujourd'hui. C'est un outil formidable et ça, je le dis tout le temps aux plus jeunes. On n'a pas Internet, on n'a pas les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on peut rester dans le confort de son salon, apprendre, s'éduquer et vendre au monde entier. On ne pouvait pas faire ça avant. Effectivement, j'ai contacté Assistance Sissako, qui est consultante business. Elle a tout de suite compris le projet et elle a accepté d'y participer. Donc, elle est consultante business, donc elle va expliquer au public, aux personnes intéressées, comment créer sa marque, comment réussir son branding. Des spécificités lorsqu'il s'agit de lingerie, ce qu'il faut faire, les idées reçues, ce qu'on pense qui n'est pas... On a tout intérêt à la suivre. Oui. Et je vous propose de regarder Assistance Sissako qui parle justement de ce salon de la lingerie. Bonjour, ici Assistance Sissako, l'experte Afro-Business, et je suis très heureuse de vous annoncer le fait que je serai le 14 juin à Abidjan pour une occasion très spéciale à l'hôtel Sofitel. Il s'agit du Salon international de la lingerie. Salon qui sera l'occasion pour les professionnels de venir démontrer ce qu'ils savent faire, montrer qu'en Afrique aussi on sait faire de la belle et de bonne lingerie, et l'occasion aussi pour les femmes qui sont amatrices de lingerie, qui aiment que, disons, leur forme soit bien prise en charge, de venir voir ce qu'on fait de beau sur ce salon, faire leur shopping et bénéficier des offres promotionnelles, des collections exclusives, de tous les coloris et tous les morphologies qu'on pourra trouver. Moi, pour ma part, j'aurai le plaisir d'animer une masterclass sur comment gérer sa marque lorsqu'on est une marque africaine de lingerie, comment se défendre, comment se créer son image de marque, comment créer sa visibilité et surtout gagner le maximum de clients. Je vous dis à très vite à l'occasion du Salon international de la lingerie Afrique. Voilà, nous avons donc tous suivi et l'intérêt qu'il y aura à suivre cette masterclass du côté d'Abidjan. Et entre-temps, le docteur Nastia Kombe nous a rejoint, médecin sexothérapeute. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Au quotidien, vous abordez de la plus essentielle à la plus intime des réflexions sur le plan de la sexualité. Et vous serez également du côté d'Abidjan pour une, je peux appeler ça masterclass aussi, ou une conférence. Et vous allez parler justement de la nécessité pour les couples de s'épanouir intimement ensemble. Parce que le plus souvent, on a plutôt l'inverse, surtout dans notre contexte où on ne pense pas forcément à l'autre lorsqu'il... Les gens sont plutôt égoïstes en matière de satisfaction sexuelle. Surtout les hommes, bien évidemment. Donc, l'intérêt de la masterclass, c'est vraiment de mettre en lumière tous ces petits bobos-là que les couples traversent en silence et de ramener à la surface des non-dits et également de leur donner les armes pour pouvoir affronter ça. Parce que parfois, on ne le fait pas de manière consciente. C'est-à-dire, on fait du mal, mais sans savoir qu'on fait du mal. Ça revient la plupart du temps dans mes consultations.
ah bon, je ne savais pas qu'en faisant ça, ça va heurter, je ne savais pas, voilà. On dit couple et sexualité, les clés pour s'épanouir à deux. Donc c'est vraiment justement de mettre en avant la dualité, le couple, l'union et l'équilibre, voilà, dans les foyers. Martial Nefenam, on finit par être d'accord tout à l'heure, du moins lorsqu'on préparait cette émission, c'était un sujet qui faisait permanemment dans nos échanges, on se retrouvait toujours en train de sourire parce que les questions de sexualité sont pratiquement, dans notre contexte, le contexte africain, surtout Afrique subsaharienne, classées un peu dans le cadre de calendes des tabous. Oui, deux choses succinctes. À mon avis, la sexualité, dans un premier temps, est un sujet complexe et très mal compris. On confond sexualité et sexe. On confond sexualité, qui est un logiciel, qui est un programme dans le corps humain, qui a un fonctionnement, et on confond avec sexe, qui n'est qu'une application, qui n'est qu'un instrument. De ce point de vue, c'est complexe. Deuxième chose, c'est l'éducation. Je reviendrai toujours sur l'éducation. On ne nous a pas appris à comprendre la notion de sexualité. Ça a généralement été quelque chose de mécanique. Donc, tu as 18 ans, tu as 17 ans, il faut faire les enfants, on fait les enfants et après, de génération en génération. Donc, je pense qu'il y a eu ce défaut d'éducation, mais aussi d'avoir la bonne information parce que finalement, avec le temps, on s'est laissé éduquer par des médias étrangers ou étrangères ou étrangers. On s'est laissé éduquer. Et ça a laissé planer trop d'informations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aurez une pratique de sexualité qui est multiple. Mais comme elle a dit, il y a un tabou qu'il faut briser, c'est qu'il faut rééduquer les gens. Il faut installer un logiciel authentique qui nous permet de comprendre ce que c'est que la sexualité. La sexualité ne va pas seulement se retrouver, à mon sens, dans l'intimité de l'homme et de la femme, mais c'est très global. Dans la vie de tous les jours. Et je pense que lorsqu'on a des professionnels, même s'ils sont peut-être très peu, c'est l'opportunité d'échanger, mais de donner les informations simples, sachant que les gens sont encore dans l'ancien logiciel, sachant qu'il y aura des plaisanteries, des résistances, parce que nous sommes dans un environnement culturel assez particulier, parfois assez varié, parfois un peu assez rigide. Et quoi qu'on fasse, on devra tenir un peu compte de ça. On ne peut pas penser sexualité en tant qu'Africain comme un Australien ou comme un Indien. Ce n'est pas possible, à mon sens. On parle sous le contrôle du docteur. Il a parfaitement raison. C'est ça qui crée justement les problèmes de santé sexuelle que je rencontre au quotidien. Quand je commençais à parler de sexualité sur les médias, je me suis rendu compte que les gens ont... Il y a tellement de manque d'informations en matière de sexualité et déjà de l'impact de la sexualité sur l'être humain en lui-même. Parce que quand on parle de sexualité, il a très bien dit, les gens voient le sexe directement. À un moment donné, on m'appelle un docteur sexe, je dis que oui, c'est bon, j'accepte. Mais l'impact est très grave. Moi, j'hospitalise, je suis venue en retard parce qu'on m'a appelé en urgence. Je n'étais pas censée aller à l'hôpital aujourd'hui, mais je suis allée à l'hôpital parce qu'on m'a appelé en urgence à cause d'une tentative de suicide d'une femme qui est en jachère stade 3. Donc, ça fait qu'il y a des informations comme ça. Quand tu dis à quelqu'un que le manque de relations intimes, le manque d'attention peut pousser quelqu'un à vouloir se suicider. Ça affecte la santé mentale? C'est la santé mentale. La santé sexuelle, c'est la santé mentale. C'est-à-dire que 90% dans mes constatations, c'est parce que la sexualité, comme il a dit, ce n'est pas le sexe. À partir de l'éducation sexuelle de l'enfance, l'identité sexuelle, la personnalité de l'individu, tout ça, justement, c'est ça qui construit la santé mentale d'un individu. Et si, moi je dis toujours, genre, si tu veux vraiment connaître quelqu'un, il faut fouiller dans son profil sexuel. Parce que si tu as quelqu'un en face de toi comme ça, qui te dit, oui, je suis un grand monsieur, moi je suis comme ça, tant que tu ne connaîtras pas la partie la plus sombre de sa vie qui se manifeste à travers sa sexualité, tu ne sauras jamais qui tu es en face de toi. Donc c'est ça. Et le Salon de la lingerie, c'est une très grande initiative, moi je trouve, parce que il est question de mettre en avant le secteur de la lingerie et par ricochet tout ce qu'il y a autour justement de l'intimité. Et quand on parle d'intimité, on sait le manque d'informations. Moi, c'est avec Marie-Christine que j'ai su que même l'achat des soutiens, ce n'est pas au hasard. Nous, on part au marché comme ça, on achète le soutien. Bah, attends, on le fait aussi comme ça. On sait que ça doit soutenir les seins, donc du coup. Oui, on ne savait pas ce qu'il y a derrière le langage. Exactement. Oui.
Et au fur et à mesure que tu entres vraiment dans la pratique, tu te rends compte que ce sont des petits détails comme ça qui font la différence. Donc, je vais dire grâce à Dieu. Grâce à Dieu, quand même, les Africains, par ma voix, ont réussi parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens s'ouvrent. Et c'est l'objectif, je pense, qu'on veut que de plus en plus de personnes... Dans vos consultations au quotidien, c'est plus les femmes qui vont venir naturellement ou bien les hommes? Non, ce sont les hommes. Wow. Ah bon? Oui, parce que je pense que c'était un pari pour moi. Parce que du coup, quand j'entrais dans le monde médiatique, je savais qui il fallait rééduquer. Je savais que c'était les hommes qu'il fallait éduquer. Donc, j'ai envie de dire que j'ai un peu réussi mon pari parce que c'est eux qui consultent le plus. Et certains même qui ont des problèmes, c'est-à-dire qui savent que peut-être je suis un obsédé sexuel, ils m'appellent, gars, docteur, j'ai vu dans ta vidéo, je constate que je suis un obsédé sexuel. Je dis, applaudis là-haut pour toi, je te donne un bonbon. Donc, alors qu'on est dans une société où on dit à un homme que tu es un chasseur, tu es un félin, tu dois marcher selon tes pulsions, la société africaine rend ses enfants malades, sans le savoir, à cause d'un manque d'information et un manque d'éducation à la sexualité. Bah, c'est sérieux. Oui, ce qu'elle dit est très pertinent parce qu'il faut dire que finalement l'identité sexuelle va déterminer une grande partie de notre comportement, de notre personnalité. Et comme elle a dit, nous dans nos croyances, on a l'impression que nous sommes programmés pour être des chasseurs. Nous sommes programmés pour être partout à la fois. Ce qui n'est pas nécessairement sain, S-A-I-N, ce qui n'est pas nécessairement sain. Donc, le challenge, c'est de réussir à désinstaller un logiciel qui a été installé depuis des générations et qu'aujourd'hui, certains hommes voient en ça une jouissance de perpétuer. Mais finalement, le dégât qui est devant, c'est qu'il y a des dysfonctionnements. Et lorsqu'il y a des dysfonctionnements, surtout chez l'homme, parfois il a honte d'en parler. Mais malheureusement, la société va vouloir accuser nécessairement la femme. On se dit, bon, s'il y a un problème, on ne peut pas faire d'enfant, on ne peut pas faire si c'est la femme. Sans compter que l'homme, comme je l'ai dit à la dernière émission, n'est pas éduqué en général. Le jeune garçon, quand il a 8 ans, 9 ans, n'est pas éduqué. Parfois, il découvre ça au collège, quand il est en train de jouer. À l'époque, on parlait de papa, maman, qu'il découvre. Mais parfois, c'est un choc pour son petit cerveau. Et on grandit comme ça dans les travers. Marie-Christine, merci pour ce salon finalement, parce que ça permet non pas que c'est nouveau, mais au moins ça permet de mettre en lumière un accent sur un problème qui affecte la société plus qu'on l'imagine dans notre imaginaire. J'aurais pas forcément, on passe à côté sans vraiment prendre conscience. Comme on dit, comme Dr Kombela souligné, par manque d'éducation aussi. Moi, je vais un peu aller à la suite de Marie-Christine parce que moi, en tant que médecin, quand je parle souvent des problèmes liés à la santé sexuelle, j'ai la chair de poule, les gens ne comprennent pas pourquoi. Nous ne sommes pas formés parce que le problème est très grave d'un point de vue de profane et de soignant. Parce qu'à la fois, les profanes ne sont pas éduqués, mais à la fois, celui qui représente l'institution de la santé n'est pas également outillé. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on a des médecins. La plupart des médecins n'ont pas les armes pour affronter les réels problèmes de santé mentale liés à la sexualité. Donc, ça fait qu'on est dans une société où on avance... Même parfois, parce que oui. On va diriger les problèmes de santé mentale, parce que depuis que je reçois des experts en matière de santé mentale, jamais on a orienté le débat autour du sexe. On a la famille, la situation financière, mais jamais on fait un focus véritable sur... la sexualité. La première question que moi je pose aux gens, c'est que c'est quoi une famille? D'où vient la famille? C'est quoi la génitalité de la famille? C'est un papa et une maman. À la base, parce que quand on veut parler de la famille, on veut parler de l'aspect social. Les enfants, on les amène à l'école, on travaille, l'argent et tout. Mais qui fait la famille? C'est le père et la mère. Quand le père et la mère ne sont pas équilibrés, c'est pour ça que la famille va se briser. Si dans leur relation n'est pas saine, la famille va se briser. Et comme je dis toujours aux gens, les familles saines et fabrique des enfants sains. Et une famille déséquilibrée fabrique des futurs ou peut-être des probables psychopathes qu'on déverse dans la société. Ouais. Quand on dit aujourd'hui que la société, il y a trop de perversion, c'est qui la société? Ce sont nos enfants, ce sont nos petits démons que nous éduquons. Nous-mêmes, voilà, que nous-mêmes on a fabriqués. Quand je vois souvent les femmes se dire que oh, j'ai rencontré un pervers narcissique, je dis que qui a accouché le pervers narcissique là? C'est un père et une mère. Et si tu accouches un pervers narcissique, ça veut dire que dans ta manière de te comporter, tu as 30% de comportement de pervers narcissique. Et maintenant, quand vous êtes deux pervers narcissiques, vous avez accouché dans un pervers narcissique complexe, un peu comme avec la drépanocytose.
Waouh, c'est tellement profond et merci. Je remercie vraiment l'idée de ce salon qui nous permet de déconstruire les idées reçues en matière de sexualité et de santé mentale. Et les deux soient étroitement liés. Moi-même, je t'ai passé à côté. Ça, je préfère. Non, mais je préfère être honnête. Même les professionnels l'ignorent, même les professionnels, parce que on n'y pense même pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'active. On y pense, on a l'impression que bon, ça va de soi. J'ai expliqué la dernière fois ici que ça ne va pas de soi d'être maman. On doit apprendre à être maman. Ça ne va pas de soi d'être père. Ça s'apprend. Ça ne va pas de soi que d'avoir un acte sexuel. Il faut apprendre. Ça ne va pas de soi d'être enceinte et de vivre une grossesse de pendant 9 mois. Mais finalement, on a de mauvaises stratégies et finalement, on tombe dans des travers. Et on pense que avoir l'argent, c'est ça qui étouffe tout l'État. C'est-à-dire que moi, quand je cause avec les gens, d'autres personnes me disent qu'on n'a pas l'argent. Je dis que, mais attendez, le jour où je vais vous mettre en face de vous quelqu'un, un de mes patients qui est plein aux as, quelqu'un qui est friqué et qui vient dormir chez moi à l'hôpital, vous allez comprendre que l'argent ne fait pas tout, justement. Et quand tu as l'argent et que tu es déséquilibré psychologiquement, tu peux devenir le criminel sexuel, donc un des légendaires criminels que la sexualité n'a jamais connu. Parce que justement, tu as tes pulsions d'un côté et tu as les moyens de les assouvir. Donc tu vas errer comme ça dans la nature et ça va être très grave. Et les moyens d'échapper à la justice. Voilà, et les moyens d'échapper à la justice. Voilà pourquoi je pense que sur beaucoup de choses, malheureusement, c'est pas de façon péjorative, mais je pense qu'on a le devoir de le dire, et ce sont les politiques publiques qui sont interpellées sur les questions. À force d'éluder ou bien d'ignorer volontairement des problématiques, on est en train de fabriquer une société de malades, finalement. De malades. Oui. Moi, je n'ose même pas parler parce que parfois, je suis même fatiguée de parler. J'ai l'impression que c'est une répétition. Moi, ma message, j'ai 1500 messages par jour. Wow. 1500. C'est-à-dire dans ma messagerie, j'ai 1500 plaintes par jour qu'il faut que mon assistante lise. Et c'est tellement profond parce que quand on va dire on a organisé le salon de la lingerie, les gens vont dire seulement tu peux venir voir les défilés en caleçon, en soutien. Le caleçon qu'on enlève, ça fait même pas 3 minutes. Tu vois, les gens veulent faire croire que les sujets de sexualité ou de tout ce qui est lié à l'intimité, c'est banal. On veut tourner ça au ridicule. Alors qu'en réalité, au fond de soi, c'est-à-dire dans son être, quand on se retrouve seul face à soi-même dans la chambre, on sait qu'on a des défaillances. Donc moi, je pense que les gens qui vont nous suivre devraient tout faire pour participer à ce salon-là. Parce que c'est une occasion de plus de donner la voix à ces éléments-là qui ont été tabous pendant longtemps dans notre société. Et qu'on arrête de dire que ce sont les choses des gens, les blancs sont meilleurs, les trucs. Parce que moi, je consulte des couples, il y a des mamans de 70 ans qui viennent me voir et me disent que, Doc, si j'avais eu les informations que tu donnes aux gens au quotidien pendant mon mariage, j'aurais fait un mariage heureux. Donc, nos mamans ont essuyé des douleurs, elles ont caché les larmes, mais ça ne veut pas autant dire qu'elles étaient trop dans le top des tops. Les jeunes filles aujourd'hui savent seulement beaucoup pleurer, mais les mamans d'avant, on leur a appris à être des guerrières. Elles étaient résilientes, donc il fallait encaisser. Exactement. Plus tu encaissais, plus tu étais magnifiée. Voilà, magnifiée. On te glorifiait, la maman d'avant ne pleurait pas. Voilà. J'ai des mamans. Moi, j'ai fait une conférence, papa de 80 ans s'est levé, m'a dit que ma fille veut t'embrasser parce que tu as dit quelque chose ici, 25 ans dans l'obscurité. Tu vois, ça veut dire que lui-même, à la base, de son âge de patriarche, de sage. Voilà, et de sage, il sait que ça aurait été important de le savoir. Ouais. Donc, arrêtons un peu l'hypocrisie et utilisons nos moyens pour les bonnes choses. Et sans cette éducation à la sexualité, regardons un peu ce qui se passe dans les fêtes entre adolescents. Donc, tellement il y a une absence d'éducation sexuelle que le jeune garçon verra la jeune fille comme un objet qu'il faut à tout prix manipuler. Pas dans le respect même, parce que le mot respect affiche le camp. Puisque, comme on le disait, son éducation a été faite par la télévision, par Internet et par des sites que vous connaissez. Voilà. Donc, tout ce qui est présenté là, c'est la chosification de la femme objet. Donc, forcément, il va reproduire les mêmes schémas. C'est bien dommage. Dans tous les cas, on va se repositionner sur Abidjan dans quelques semaines. Et
savoir, jusqu'à présent, lorsqu'on regarde les plateformes dédiées au salon, on voit un intérêt, l'engouement autour. Est-ce que les marques, est-ce que c'est un secteur d'abord où on retrouve des marques africaines? Parce que ça, on a l'impression que la lingerie, c'est plus ce qui vient de... Exactement. Alors, de ma petite expérience, ou plutôt de ma grande expérience, oui, je ne vais pas être c'est plus de ma grande expérience. C'est plus de 2 décennies quand même. À mes débuts, j'ai beaucoup distribué les marques étrangères de renom. Et je suis allée dans des salons de la lingerie ailleurs, j'ai regardé. Puis à un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de magique même dans tout ça? Pourquoi est-ce que nous sommes des grands absents dans des endroits comme ceux-là? Et bon, après, j'ai compris qu'il y a aussi beaucoup de barrières. En Afrique, on est quand même freiné par beaucoup de choses, les visas, les billets d'avion, les coûts même pour vivre, les coûts même pour accéder à ces événements-là qui sont vraiment importants pour développer sa marque, pour développer sa visibilité. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qui se passe autour de moi parce que j'ai voulu, moi, me lancer dans la création en me disant, mais je peux aussi avoir ma propre marque, je peux aussi. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser à ça. Et j'étais agréablement surprise de découvrir des initiatives locales. Si je vous dis qu'il y a une industrie au Cameroun qui fabrique la lingerie et qui appartient à une femme, vous allez me croire? Non. Parce qu'elle n'est pas visible. Oui, justement, on n'en parle même pas. Voilà. Alors, j'ai découvert, même en préparant ce salon, je ne vous dis pas, j'ai découvert des marques par dizaines au Sénégal, en Côte d'Ivoire, même au Cameroun où je vis. C'est en préparant le salon que j'ai découvert certaines marques qui m'ont écrit, qui m'ont dit on veut participer au salon. Donc, il y a un vivier. Mais le problème, c'est que, bon, déjà, notons que la plupart des acteurs du secteur de l'industrie en Afrique, ce sont les femmes. J'ai envie de dire à 95%, même 98%. Et donc, nous, les femmes, avons tendance à toujours maintenir le job alimentaire, le business alimentaire. On a envie de grandir, mais bon, je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui nous retient. Non, il ne faut pas dépasser tel stade. Oui, bon, j'ai vendu dans mon quartier, j'ai vendu dans ma ville, j'ai eu mon argent, j'ai fait mon marché. Si je grandis trop, il va falloir que je me déplace. Monsieur n'est pas d'accord. Voilà, après, il y a aussi l'influence du mari ou du compagnon. Après, la famille qui va te dire, mais c'est quoi ce business? C'est tout ce que tu as trouvé à faire, la lingerie. Tu ne peux pas aussi aller faire les vrais business comme les autres. C'est vrais business. Donc, j'ai découvert un vivier, il y a vraiment un tissu industriel naissant. Il y a un tissu industriel naissant et des pépites. Des pépites. Bon, il y a ces marques qui se sont spécialisées dans la lingerie, j'ai envie de dire, traditionnelle africaine, un peu comme au Sénégal, avec leur petit pagne qu'ils appellent le bétio, qu'ils ont décliné. Il s'agit des femmes notamment, qu'elles ont décliné, et ça fait des choses magnifiques. Et puis, il y a aussi cette catégorie qui est dans le moderne, entre guillemets, qui fait de la lingerie classique telle qu'on la connaît, mais qui fait des choses magnifiques, que ce soit sur le continent ou même en dehors du continent. J'ai une marque de lingerie, une dame de Sao Tomé qui est installée en France, qui va participer au salon. Donc, il y a tellement de marques, mais elles ne sont pas visibles. Dans tous les cas, on est rassurés. Il y a un know-how africain. Maintenant, comme ce sont des Africaines, nous sommes là pour encourager le leadership féminin. Absolument. Si on est attentiste, personne ne viendra le faire à notre place. Personne. Donc, vous avez votre know-how, vous savez que vous savez, il y a savoir-faire et faire savoir. Et je pense que lorsqu'on parle de savoir-faire et faire savoir, les femmes ont tendance à être en retrait. L'humilité, mesdames, c'est pas s'effacer. On dit on est humble, mais on est son premier ambassadeur. Voilà. Il faut être son premier ambassadeur. Donc, si vous ne parlez pas, personne ne viendra le faire à votre place. Aujourd'hui, on a les hommes partout. C'est comme si c'est naturel. C'est juste parce qu'ils n'attendent pas l'autorisation de qui que ce soit pour oser. Alors, les femmes savent bien faire les choses. Et moi, je dis, les femmes d'abord, quand tu donnes un travail à une femme, attends-toi à ce qu'elle fasse bien. Ouais, c'est sans vraiment... C'est sans parti pris. C'est sans parti pris. Hein. Ouais. C'est une analyse claire. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Surtout les horizons, on le dit, les études le montrent. Voilà. Maintenant, si on parle de lingerie, Dr Combé, est-ce que c'est essentiel lorsqu'on parle de sexualité? Ou c'est un plus, ou je ne sais pas. La lingerie fait partie de l'habillage de la sexualité. Quand je dis l'habillage, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a autour, justement, de la symbiose. D'abord, les affaires de lingerie, c'est une question d'estime de soi-même et de confiance en soi.
Parce qu'au-delà du regard que le partenaire va avoir sur nous, la lingerie peut te faire passer de quelqu'un qui te sous-estime à quelqu'un qui te rehausse de la valeur. C'est-à-dire, tu mets un truc, tu dis, c'est moi là. Parce que moi, je dis souvent à les femmes, tu vois, une femme, parce qu'elle se dit que non, je suis un peu ronde, je suis bedonnante, elle va aller taper son caleçon, genre façon de maternité là, et puis elle va se dire que ah, c'est ce que je mérite. Mais le jour que tu dis, écoute chérie, tu es une belle femme, tu peux être en valeur et tout, elle met sa jolie lingerie là et tout, elle me met sans que... Limite, elle ne voit même plus les défauts. Parce que justement, elle va avoir une confiance en elle qui sera boostée. Donc ça fait partie de l'habillage, de la confiance en soi. D'abord, avant même d'être pour le partenaire, c'est d'abord une histoire de confiance en soi. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu achètes une belle chaussure. Même si ton gars ne te dit pas que ta chaussure est jolie, tu as confiance en ta chaussure. Et en réalité, je pense que c'est un peu ce que Marie-Christine essaie de faire avec la lingerie, c'est de décomplexer justement les appréhensions qu'on a en ce qui concerne la lingerie. On se dit juste que non, quand tu mets une belle lingerie, c'est quand tu as rendez-vous le 14 février avec ton chéri, tu devais aller sur un yacht là-bas, tu dois bien te mettre. Non, la lingerie, c'est toi. Quand tu portes un bon sous-vêtement et tout, une bonne lingerie, même quand tu assis sur un plateau comme ça, tu es sereine. Attends, est-ce que je peux déduire que ma lingerie est le reflet de ma personnalité? J'ai envie de dire oui. En termes... C'est ça que Marie que ça dit oui. Là, maintenant, c'est la politique. Tu vois, donc chacun tire un peu son bras. J'ai envie de dire oui. Comme j'aime le dire, la lingerie, c'est la plus belle déclaration d'amour que vous pouviez vous faire à vous-même. Parce que... pas à l'autre. À vous-même d'abord. La lingerie, c'est d'abord pour soi-même. C'est d'abord pour son bien-être personnel. C'est comme quand vous mettez une autre toilette. Comme elle disait, personne ne voit votre autre toilette. Hein. En fait. Bon, on la sent, certainement. Mais je veux dire, quand vous mettez et que ça ne vous plaît pas, vous allez plus remettre. Non, non, du tout. Donc, la lingerie, c'est d'abord pour vous-même. Pour magnifier ce que vous êtes. Quand vous, comme elle dit, c'est la première chose que vous portez après votre douche, généralement, pour celles qui en portent. Parce que je pense qu'il y a à peu près 1% de personnes qui ne supportent pas. En tout cas, les femmes que j'ai vues dans ma clientèle qui ne portent pas de dessous. Mais pour tout le reste, normalement, c'est la première chose que vous portez. Et quand vous portez, vous regardez dans la glace et que vous avez choisi la bonne taille. On parlait du choix du soutien-gorge. Il faut choisir la bonne taille. C'est comme les chaussures. Vous n'allez pas prendre du 38 quand vous portez du 41, par exemple. Donc, vous avez choisi la bonne taille, vous avez choisi ce qui est adapté à votre morphologie. Cette taille-là, parce qu'il y a aussi un problème d'éducation, parce qu'il y a encore la pratique aussi sur la place du marché qu'on prend. C'est ça, en fait. Voilà, donc il faut choisir en fonction de sa morphologie. Vous voyez des dames qui sont très généreuses, mais qui prennent des choses qui ne vont pas, et elles ont mal au dos. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ont mal au dos. C'est le mauvais soutien-gorge qu'elles portent. Le jour où vous leur faites essayer quelque chose qui est à la bonne taille, qui est confortable. Parce que quand vous portez des sous-vêtements confortables, vous les oubliez. Hein? C'est celle qui rentre à la maison. Dès qu'elle rentre, elle a déjà dégrafé le soutien-gorge, elle l'a jeté. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit ce n'est pas la bonne taille, soit ce n'est pas le bon style, soit il y a un problème. Le sous-vêtement, quand il vous va parfaitement, vous ne le sentez pas. Vous êtes tellement bien dedans, tellement heureux. Tout de suite, ça rehausse votre morale. Tout de suite. Alors moi, quand je vois des femmes qui soignent l'extérieur, et qui négligent l'intérieur, je m'interroge sur leur amour de soi. C'est pour ça que j'ai dit oui à votre question tout à l'heure. Oui, il y a aussi l'ignorance. Parfois, c'est l'ignorance parce que nous, on nous a dit que pas au marché, trie tes caleçons là-bas, va porter ça à la maison. Un autre problème de santé publique, la friperie. Comment peut-on acheter la lingerie à la friperie? Petite anecdote, quand je suis arrivée à Candy Lingerie avec mes filles, je ne sais même plus ce que je partais faire là-bas. Elles sont entrées, elles ont touché, elles demandent le prix. Hey! Parce que tu vois, je dis que, hey, allez là-bas. On nous a dit que, je dis que toi, tu manges combien entre dans ta bouche par mois, seulement pour acheter les glaces, les jus et tout. Parce que justement, les gens ne savent pas. Moi, je dis, ça fait partie de l'amour de soi. Et ça rehausse la confiance en soi. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne blaguent pas avec tout ce qu'il y a autour de leur. C'est ça le développement personnel. Quand on parle de développement personnel, c'est pas seulement l'esprit. Quand tu te développes personnellement, tu dois réussir à arranger aussi et la facette extérieure et la facette intérieure. Pour toi d'abord, j'insiste. Parce que d'autres personnes se disent que mais on ne voit pas la lingerie. Mais j'ai acheté un truc comme ça, mais qui va voir que j'ai ça? D'abord, toi-même, tu es confortable. C'est comme quand on dit ne vole pas. Qui ne sait pas que tu ne voles pas? C'est toi seul qui sais que je n'ai pas volé. Donc tu es en paix avec ta conscience que bon, moi je suis quelqu'un je ne manque pas, je ne vole pas. Psychologiquement, je suis bien.
On sait que tu as aussi dit que non, ma lingerie, elle est confortable, elle est agréable. C'est pour ça, parfois, qu'on verra des femmes, lorsque, sous une brise, même si la robe s'élève, elles ne se gêneront pas. Elles sont zen parce qu'elles ont confiance en elles, elles savent que non. Tu vas voir d'autres, elles vont même se casser les bras là parce qu'elles essaient de... Je ne voulais pas aller dans ce sens, je voulais inverser. Moi, j'aime ce qui est péjoratif, j'aime toujours aller... Oui, parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai, il y a l'ignorance, c'est aussi pour ça qu'on est là pour éduquer. Mais il y a celles qui savent. Tous les jours, elles sont dans les avions. Elles montent et descendent. Donc, elles sont exposées à beaucoup de choses. Elles sont éduquées. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En tout cas, les doualesses ont une idée sur la question. Nous avons essayé de demander certains. Est-ce que la lingerie était importante lorsqu'on parlait d'intimité entre conjoints ou partenaires? Ils ont répondu, on va écouter. Moi particulièrement, ça dépend de tout un chacun. Moi j'aime bien déjà les dessous. Déjà ça présente déjà une autre, je sais pas, une autre attirance, une autre forme. La façon de s'habiller directement détermine qui est la personne. Si c'est en tenue légère, si c'est en tenue soignée, et ainsi de suite, ça détermine qui est la personne. Le sous-vêtement, c'est un très bon élément motivateur. Si tu arrives à ce niveau, normalement, ton corps doit bouger avant d'y arriver à plus à l'intérieur. Si le sous-vêtement est sale, ça délimite. Les femmes même qui cachent leur sous-vêtement à leur mari, je me demande pourquoi mettre ça. Donc, en vérité, quand une femme veut vraiment flatter son homme, elle doit être vraiment laxe. Donc, le sous-vêtement fait partie vraiment des choses qui attirent l'homme vers là. Il ne faut pas seulement être propre à l'extérieur. À l'intérieur, ça doit être propre. Ça compte beaucoup. Bon, c'est nécessaire parce que si tu dis un homme, quand tu es avec un homme, normalement, tu dois être propre de l'intérieur. Le sous-vêtement, tout commence de l'intérieur avant de se refléter à l'extérieur. Voilà ce que pensaient les doualets de la lingerie et le sentiment général. On a plus l'impression que lorsqu'on parle de lingerie, on voit plutôt connotation féminine. Les hommes ne se retrouvent pas. D'où peut-être le monsieur, on a suivi quand une femme veut gâter son homme, elle doit... pourtant, ça devrait être... Nassia. Manque d'éducation à la sexualité. Parce que tout ça, c'est la sexualité. C'est-à-dire que les affaires de séduction, ça concerne seulement les femmes. C'est seulement la femme qui doit séduire, l'homme ne doit pas séduire. On va faire comment? On est déjà mort. Il y a quelque chose que je souhaite ajouter à ce qu'elles ont dit brillamment en ce qui concerne la lingerie. C'est une question de bien-être. Lorsque vous portez un sous-vêtement qui est neuf, vous l'avez peut-être acheté à 6 000, je dis n'importe quoi, à 6 000, il est neuf, il tient bien sur vous, ça vous fait du bien. Mais d'abord à votre corps. La sexualité va s'exprimer aussi à travers le corps. Et le corps, notre chair, notre mécanique, a besoin d'être bien. Lorsque vous mettez un sous-vêtement qui est propre, ça vous fait, vous êtes d'abord bien dans votre peau, vous avez une confiance en vous, un amour de vous. Mais votre partie intime, il n'y a pas que la femme qui a des parties intimes. L'homme aussi a une partie intime qui doit être entretenue. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'elle a parlé de la fripe, qui pour moi, je ne sais pas si c'est un risque de le dire, est dangereux. Parce que parfois, nous portons des choses que les gens ont déjà portées pendant des années, des siècles, des siècles, des siècles. On a juste live, on a mis le parfum, nous on reporte. Mais c'est une question de bien-être. Lorsque je vais être bien dans ma peau, le bien-être passe aussi par la lingerie. Malheureusement... Il y a des pays africains qui ont carrément interdit l'entrée des friperies. En effet, moi j'ai suivi un documentaire sur la fripe il y a 2-3 ans, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Vous n'avez, je ne sais pas comment on dit ça, c'est une industrie à haut niveau, mais aussi de la maladie. De la maladie, des problèmes de santé, qu'on va découvrir plus tard. C'est-à-dire que vous allez voir une personne qui arrive, je ne sais pas, elle a une maladie chronique, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une composition de plusieurs facteurs. Mais deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il y a un slogan que les hommes ont souvent. L'homme doit se sentir mal. L'homme doit être le bouc. Pour moi, ça, c'est, je ne sais pas comment on dit, ça c'est très désordonné. On n'a pas besoin de se sentir mal pour avoir l'impression qu'on est un homme, on est masculin. Je n'ai pas besoin d'être rugueux pour montrer à ces jeunes dames que je suis un homme. En quoi un homme ne doit pas se sentir bon?
Vous voyez un peu. Ça fait que il y a aussi cette habitude, elle a parlé d'éducation. On va difficilement apprendre aux garçons que lorsque tu as passé une journée avec un sous-vêtement, lorsque tu l'enlèves, tu le laves et tu le sèches. Et peut-être après 2, 3, 4 mois, tu le changes, tu achètes d'autres. Vous allez voir des femmes qui peuvent s'acheter 50 sous-vêtements. Moi, je connais d'autres, elles portent un jet, ne portent pas un même sous-vêtement 2 fois. Ça peut paraître parano, mais il y en a qui font ça. Mais parce qu'il y a cette notion de bien-être qui est très importante. Mais vous allez voir que de ce côté, l'homme, le garçon, il y a une éducation forte vers le garçon. Parce que mine de rien, beaucoup de femmes quand même ont appris à avoir des bons comportements dans ce sens. Mais c'est un peu ce que je voulais ajouter, cette question de bien-être. Marie-Christine, vous, docteur, vous serez sur Abidjan, vous aurez votre masterclass. Est-ce que, au-delà d'avoir cette envie de participer à ce salon, est-ce que le salon peut être vu comme une réponse ou un début? Pas que le salon a la prétention d'apporter les réponses aux questions de sexualité, mais un début comme un peu mettre les questions de sexualité sous les feux des projecteurs, question d'attirer l'attention peut-être des politiques sur ces questions-là. Moi, je pense que oui. C'est pour ça que je dis d'entrée de jeu que c'est une très belle initiative. C'est ce qu'on demande aux gens d'oser et de sortir de leur zone de confort, parce que les gens veulent toujours être dans des initiatives qui ne peuvent pas demander trop de déploiement. Alors qu'en réalité, c'est dans les initiatives telles que le salon de la lingerie qu'on sait qu'au bout, on aura des résultats. Moi, de toutes les façons, je lui ai dit, moi, je suis confiante, l'événement, ça sera une réussite, parce que de toutes les façons, ce qu'il y a derrière, l'idée derrière, c'est une idée noble. Et moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas entrepreneur pour chercher l'argent. On est entrepreneur pour solutionner un problème. Et justement, elle est en train d'aller avec ce salon-là, en train de vouloir mettre en avant des bobos qu'il y a dans la société. Question d'engager sa communauté. Voilà, engager toute la communauté africaine même, et les Africains qui vivent dans la diaspora. Il y a des gens qui vivent ailleurs, à l'extérieur du continent, et qui passent le temps à payer de la lingerie faite par les Européens, alors que justement dans le même pays où ils sont, il y a des personnes, des marques africaines qui fabriquent ces lingeries. Oui, et justement, ils auront la visibilité au salon de la lingerie. On pourra les voir. Moi, je découvre des gens qui font des trucs en rapport avec la sexualité, avec qui je peux bosser. J'ai vu des miels, machin. Je sais que c'est beaucoup plus de Sénégalais qui le font. Je consulte souvent des patientes sénégalaises. Elles me parlent de ça. Donc, il y a beaucoup c'est le secteur de la santé intime qui sera mis en avant. Là, moi, j'appelle la santé sexuelle. Je dis intimité pour que les gens comprennent. Qui sera mise en avant avec tout ce qui va avec. Et tous les acteurs. Moi, je pense que les gens doivent se joindre à cette initiative-là. C'est une très belle initiative. Dans tous les cas, Abidjan, l'Afrique va se connecter, le secteur de la sexualité va être mis en avant. Et comme je disais, vous vous positionnez comme ambassadrice du changement, justement, dans une logique d'éducation des masses à travers ce salon-là. Est-ce qu'on peut rentrer en détail le jour, comment je participe au salon? Parce que je pense que toutes les femmes ou peut-être entrepreneurs dans le secteur qui nous regardent ont envie de savoir, est-ce qu'on va rester dans une logique de rotation ou bien Abidjan sera la seule capitale à bénéficier de ce salon-là? Non. Nous sommes conscients que la plupart des initiatives locales sont encore embryonnaires. Donc, nous avons décidé d'apporter le salon vers les gens. Donc, la première édition, c'est à Abidjan. La prochaine édition, ce sera ailleurs. Ainsi de suite. Nous avons le désir d'aller dans plusieurs pays africains, plusieurs capitales dans plusieurs capitales africaines à chaque fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens, de peut-être les réveiller entre guillemets, leur dire « Ok, vous n'êtes pas seuls », les encourager aussi à mutualiser leurs efforts, parce qu'il ne faut pas oublier que le manque de moyens est un gros frein. Ouais. Même dans le secteur de la lingerie, surtout même dans le secteur de la lingerie. L'accès au financement pour les marques aussi. Voilà, figurez-vous que quand vous amenez un dossier, une demande de financement, et qu'on voit lingerie, on ne vous prend pas au sérieux. D'office? Non, on ne vous prend pas au sérieux. Dernièrement, je disais à une banque, je suis désolée, vous avez là un vivier de potentielles clientes. Ce sont des femmes. Vous êtes à la recherche de clientes, de femmes. C'est une opportunité pour vous.
vous allez leur apprendre comment structurer leur business, vous allez leur apprendre comment obtenir des financements, peut-être même vous allez financer leur structure. C'est du win-win. Donc les gens, quand ils entendent lingerie, tout le monde devient frileux. C'est vraiment dommage. Donc moi, j'encourage les personnes derrière les initiatives à mutualiser leurs efforts. Tout à l'heure, je parlais de la dame qui a pris l'initiative de créer une usine de production au Cameroun. Bon, c'est difficile, il lui faut des moyens. Il lui faut pouvoir répondre à la demande. Il lui faut pouvoir augmenter le niveau de qualité, donc former les gens et peut-être faire venir des experts, organiser un transfert de technologie, etc. Bon, et vous savez comme moi que le Made in Africa, c'est bien, mais on n'y est pas encore parce qu'on ne produit pas encore les matières au Cameroun. La dentelle, on n'en produit pas au Cameroun. La soie, on n'en produit pas au Cameroun, pas encore. Pardon, je parle du Cameroun, désolé, l'Afrique, je veux dire. Donc le coton encore déjà, on en trouve beaucoup. Mais pour les autres matières, ça n'existe pas. Donc on a toujours besoin de se tourner pour l'instant vers les autres. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à mutualiser, de se mettre à plusieurs, de structurer, de faire venir des investisseurs locaux, ne pas seulement compter sur les investisseurs étrangers. D'où la diaspora africaine, justement, qui peut intervenir et impacter de se mettre à plusieurs pour faire pour avoir des projets de grande taille, de grande envergure, de grande portée. Est-ce qu'on peut espérer, au-delà des masterclass, conférences et tout, qu'on arrive, nous ne sommes qu'à la première édition, à des éditions où on verra même des pitchs face à des investisseurs ou des acteurs du secteur peuvent... Comme je vous disais, c'est une partie d'un projet qui est global. On a un site internet, www.salonlingerieafrique.com. Donc, il y a toutes les informations, non seulement sur l'événement, mais progressivement, on va aussi mettre sur le projet. Bon, évidemment, on ne peut pas mettre tant qu'on n'a pas... Voilà. On reste toujours un peu superstitieux, donc on avance progressivement. Mais allez sur le site internet, l'événement, c'est le 14 juin. Ça se passe à Abidjan, à l'hôtel Sofitel Ivoire. Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, c'est plutôt la bonne appellation. Les tickets sont en vente sur le site internet ou sur nos pages. Connectez-vous sur nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok pour avoir toutes les informations. Et l'accès, c'est 5 000 francs. Donc, c'est accessible à tout le monde. Le ticket le plus bas, c'est 5 000 francs. Après, il y a d'autres options. Par exemple, si vous voulez participer à la masterclass, par exemple, celle de Dr Nastia ou celle de Madame Asitane Sissako, c'est payant, 25 000 francs. Donc, toutes les informations sont sur les pages et sur le site internet. Et au besoin, écrivez à Adrienne, elle sait comment me contacter. Voilà. Et je pense même que Douala va bientôt vous réclamer d'une première édition. Normalement, nous devrions avoir la primaire. Mais ça reste l'Afrique. Ouais, et c'est l'Afrique qui gagne dans cette logique. Et puis, c'est la belle famille. Donc voilà, naturellement. On est à la maison. On est à la maison. Et j'allais justement vous poser comment Abidjan accueille ce projet. Parce que pour organiser un tel salon, vous avez dû faire des allers-retours entre Abidjan et Douala. Comment Abidjan accueille ce projet? Avec enthousiasme, hein, comme je suis agréablement surprise, comme la plupart des pays, avec enthousiasme, d'autant plus qu'il y a tellement de boutiques de lingerie à Abidjan et de nombreuses marques également, parce qu'il faut distinguer boutiques, et marques. Les distributeurs et les marques, les créateurs, ceux qui créent beaucoup. Donc beaucoup d'échanges avec eux sur le terrain, beaucoup de conseils. Parce que bien évidemment, les réalités locales, il faut en tenir compte. Et donc aussi des demandes, des inscriptions. Et même dans le panel, je pense que j'ai, pour la conférence, je pense que j'ai une Ivoirienne, j'ai une Sénégalaise. En tout cas, je vais confirmer tout ça. Dans tous les cas, pour plus d'informations, vos plateformes sont disponibles et ouvertes pour qu'on puisse tabler là-dessus. Nastia, est-ce que lorsque je parle de fantasmagorie, est-ce que ça peut faire l'objet d'une thérapie? Je n'ai pas bien compris. Et non, si je parle de fantasmes, est-ce que ça fait l'objet d'une thérapie? Je peux venir me faire consulter si... est-ce que les fantasmes rentrent dans... On peut entrer chez vous et dire « je viens me faire consulter ». Parce que je veux parler de mes fantasmes, c'est ça? Oui. Je pense que oui. Parce que le plus souvent, on pense que sexothérapeute, c'est dysfonctionnement de ci ou de ça. Non, non, non. La sexothérapie, c'est un peu la psychologie liée à la santé sexuelle.
C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a autour de la sexualité et l'impact sur la psychologie. Déjà, le fantasme, c'est une euphorie et une vie sexuelle virtuelle qu'on vit en parallèle avec ce qu'on vit physiquement. Ce qu'on n'avoue pas, très souvent. Voilà, ce qu'on n'avoue pas. Maintenant, dans la vie fantasmatique qu'on peut vivre sexuellement, il peut y avoir des pratiques qui nous font peur nous-mêmes. C'est-à-dire que, docteur, moi j'ai eu un patient une fois qui m'a dit, docteur, moi, mon fantasme, c'est de coucher avec une femme que j'ai déjà battue à 100. Et moi, je ne sais pas si je suis normale. Je dis, ah, c'est ça, la définition du fantasme, c'est qu'il faut que ça reste dans ta tête. Que tu vives ça dans ta tête. Le jour que tu auras envie de réaliser ça, sache que ce n'est plus le fantasme, tu es déjà en train de subir tes pulsions. Parce qu'il y a une différence entre fantasme et pulsion. Il y a des pulsions et il y a des fantasmes. Fantasme, tu peux voir un gars marchant en route, le gars, il est bien, il te plaît. Tu te vois déjà avec le gars dans la nuit, ça reste un fantasme. Tu ne dois pas pouvoir penser, dépasser ta conscience et te dire que je dois réaliser ça. Voilà, que je parle. Donc là, c'est un peu ça. Donc, si quelqu'un a quand même un fantasme qui est bizarre, et il sent que ça veut déjà se matérialiser, il doit venir, on va discuter. Bon, je pense qu'elle voulait dire fantasmes normaux. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a un fantasme normal? C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore à l'étape où elle veut matérialiser. C'est-à-dire qu'elle veut peut-être en parler et savoir si c'est normal. Parce qu'encore une fois, c'est quoi la norme? Voilà. Normal. Moi, je pense que je crois, je sais pas si on veut déjà matérialiser. Voilà. Ah, d'accord. Parce que pendant que tu es en train, beaucoup de personnes pensent que quand je pense, je dois faire ou je ferai. Parce que c'est ça l'idée du fantasme. On se dit, bon, un jour, j'ai envie peut-être de coucher, je ne sais pas, avec une albinos. Un jour, je vais coucher. C'est un fantasme. À partir du moment où ça reste dans ta tête, que tu le vis même, la magie du fantasme, c'est de vivre ça dans la tête. Moi, j'applique souvent une pratique pour certains de mes patients qui ont beaucoup de frustration sexuelle en matière avec la qualité de rapport qu'ils ont chez eux. C'est justement la manifestation du fantasme dans son subconscient. C'est-à-dire que tu te fais plaisir psychologiquement et ça t'épargne une détresse psychologique, une détresse physique dans ta manière de te comporter sexuellement. Donc, le fantasme, tu peux venir parler. Si tu as l'argent et que tu veux bien parler de tes fantasmes, docteur Nastia est là pour t'écouter. Bah, ça, c'est faut que je te dise déjà si justement tu es en train de traverser cette partie psychosomatique-là et que tu es déjà en train d'aller vers une pulsion parce que ton fantasme peut vouloir t'impulser à le réaliser. Donc, c'est un peu ça la différence. Maintenant, comment tu peux savoir si je ne te dis pas? Voilà, c'est clair. Il faudrait qu'on vienne pour une consultation pour savoir quelle est la limite, la ligne rouge, où est-ce qu'on en est. Martial, on va sortir de cette émission en se disant simplement que, mine de rien, le diagnostic, il est fait. On a une société qui a besoin d'être éduquée sur la sexualité, déconstruit justement les idées reçues. Et ce n'est pas un travail qui se fera en un jour. Il faudra des dizaines, des centaines de docteurs Nastia pour qu'on arrive à le faire. Et surtout des politiques publiques idoines pour qu'on... Oui, parce que nous sommes déjà arrivés à un point où il y a de la criminalité en lien avec une mauvaise santé sexuelle. Par exemple, ceux qui vont faire des viols. Une personne qui va faire un viol sur un enfant, sur une jeune fille de 2 ans, parfois fantasmé avant. Mais les fantasmes parfois peuvent résulter d'un désordre de la personnalité. Mais, comme elle a dit, la différence c'est que lui va passer à l'acte. Donc nous sommes déjà arrivés à un point où il y a la criminalité. Parfois les violences faites sur les femmes, dans certains cas, vont résulter quelque part d'un désordre de la sexualité, d'un dysfonctionnement à ce niveau-là. Voilà. Donc, finalement, l'heure est grave et ça fait que dans la prise en soin, il faut intégrer ça, même dans l'éducation. Même dans l'éducation, parce que finalement, la personne qui voit une femme comme un objet, parfois il voit une femme comme un objet, ça ne rend pas compte, mais il chosifie la femme, ça peut relever d'une difficulté dans son fonctionnement sexuel. Dans ce sens qu'il a l'impression qu'il est dans une position, comment je vais dire ça, il est au-dessus. Voilà. Donc finalement, avec ce diagnostic, mais justement l'institution, comme vous avez dit, doit prendre conscience de la gravité. Parce que là, c'est déjà un cancer.
Lorsqu'on parle de cancer, ça veut dire qu'il y a déjà des métastases, c'est déjà un cancer qui risque d'avoir des dommages pendant longtemps. Oui, on a besoin des professionnels de la santé, mais pas seulement. Une émission comme celle-ci, si on multiplie les thématiques, suffit à éduquer. S'il y a 10 personnes... En matière de sexualité, il y a tellement de ponts. Voilà. On peut faire des émissions, des thématiques indéfiniment. Exactement. On ne fera pas le tour. Et c'est pour ça que ça doit être organisé. Il y a des pays où ils ont refusé, au niveau d'Internet, l'accès à des choses qui viennent des autres pays. C'est pas pour protéger la population, vous voyez un peu. Mais justement, il y a des politiques publiques fortes qui doivent être prises. Mais on ne prend pas des politiques publiques sans consulter les experts. Vous voyez un peu, on se lève pas un matin. Encore que lorsqu'on parle, le plus souvent, si on va par exemple aux séances de débriefing organisées par le ministère de la Santé publique, ça je le dis, et qu'on parle de sexualité, rarement on verra un sexothérapeute dans la salle. On verra. Il n'y en a pas. Oui. On verra des médecins de Cameroun, je suis la seule. Hein. Il n'y en a pas. Moi, j'ai cherché fatigué pour mes patients, je n'ai pas pu trouver. Voilà. Donc c'est pour dire que... Et on compte le nombre de personnes qui finalement pourront avoir accès à Dr Nassia. Et si on pense au désert sanitaire, c'est la catastrophe. Mais déjà, venir chez le psychologue, quand quelqu'un vient chez le psychologue, c'est un exploit. Il vous regarde comme ça. C'est un exploit. Imaginez-vous un sexothérapeute. Ça, c'est des consultations qu'on ne dit jamais. On parle, on dit jamais, on avoue jamais. On dit naturellement, j'étais chez le médecin, mais on ne va pas avouer en public. Je vous prends un exemple. Si je me trompe, elle va me contredire. Prenons les médecins ou nous, les professionnels de la santé. Combien de nous allons consulter vers nos confrères? Combien de nous-mêmes? Parce qu'il ne faut pas avoir l'impression que même nous, les professionnels de la santé, nous sommes immunisés contre les difficultés qu'elle a relevées. Mais dites-moi combien de médecins ou combien de professionnels vous avez reçus dans votre consultation. Vous voyez un peu. Dans le fait d'avoir fait 8 ans de médecine, on a l'impression qu'on sait tout, on connaît tout. Bon, finalement, pour sortir, pour ne pas être long, on doit éduquer. Et l'éducation ne passe pas que par les professionnels, mais par les initiatives comme celle-là, par les émissions comme celle-ci, etc., etc., etc. Mais il faut que ça se multiplie pour que finalement, ça commence à déconstruire un logiciel. Mais ça sera compliqué si en haut, on tire vers le bas, il tire vers le bas. Je ne saurais sortir de cette émission sans poser cette question qui me taraude l'esprit. L'éducation à la sexualité, normalement, au sein de la cellule familiale, on commence avec les enfants à partir de quel âge? Dès la naissance. L'éducation à la sexualité, c'est dès la naissance. L'identité sexuelle, les capacités sexuelles de tout un chacun, les organes sexuels, comment est-ce qu'on interagit avec les autres en rapport avec tout ce qui est sexuel et sexualité. Parce que le bébé, moi je racontais sur un plateau de télé, je disais, ma fille a 3 ans, tu ne peux pas lui enlever la couche si tu n'es pas sa mère ou sa nounou ou son père. C'est-à-dire que limite, elle va te taper les mains, mais tu vas te demander, mais l'enfant, est-ce qu'elle sait ce que c'est qu'un vagin? Parce que justement, depuis qu'elle est toute petite, on dit le joujou, on appelle le joujou, pour qu'elle sente qu'il y a l'importance, que cet endroit-là, c'est un endroit qui est précieux. Limite, si tu lui enlèves la couche par force, elle va crier, mais elle va pousser un cri, tu vas te demander, mais l'enfant, a quel problème? Donc, c'est dès la naissance, identité sexuelle. Justement, il a dit, les petits garçons qui chosifient les femmes, c'est parce qu'on ne leur a pas appris ton appareil sexuel, c'est quoi? Est-ce que c'est un four à moulin qui doit écraser tous les grains de maïs? Donc, c'est ça, on ne communique pas assez. Donc, c'est dès la naissance de l'enfant. Maintenant, les langages et les sujets sont différents. Tu ne vas pas prendre un enfant de 2 ans, peut-être comme ma fille, qui cache sa quéquette. Tu vas lui dire que, écoute, si le doigt entre là, non, tu es en train de traumatiser l'enfant. Tu lui apprends juste que c'est un endroit qui est précieux, où tout le monde ne doit pas s'aventurer à te linger et tout ça là. Voilà, et puis au fur et à mesure que la personne évolue, prépubère, pubère, adolescent, adulte et tout, les informations, les informations qu'on véhicule sont vraiment différentes. Dans tous les cas, si on ne peut pas vous rencontrer de façon personnelle, comme on le fait là, sur vos plateformes. Oui, Sexothérapeute 2, Facebook, TikTok, déjà là. Et préparez-vous, hein, parce qu'elle n'y va pas, elle ne fait pas dans la langue de bois. Voilà, elle appelle Chacha et quand il va falloir vous le dire cru, elle vous le montre, même si ça vous choque. Ah, moi je dis toujours genre que on vous a trop caressé, ta mère t'a doloté, ton père, tu viens ici pour que tu te dolotes. Tu dis la vérité, pardon, on continue. La vie évolue. Parfois quand je veux me sortir des mots en masquant là, ça me fait mal j'ai mal au ventre.
Bon, on le masque un peu sur ce plateau pour l'heure de diffusion, juste pour les enfants, mais normalement, entre adultes, il faudrait qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Oui. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. On est dans une logique d'éducation et parler de sexualité, c'est aussi penser à l'avenir de ce continent-là. Mais bien sûr. Parce que si on débouche avec une génération de malades, si on parle de développement durable, je pense qu'on a tout faux. Les problèmes de santé publique, moi je dis toujours que les problèmes de santé publique, on voit juste le paludisme qui tue, on voit juste les morts fœtales et tout ça là. Mais attention, moi j'ai envie de dire que ce que je rencontre depuis que j'ai épousé la sexothérapie, c'est très 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 grave. Et puis encore, les malades mentaux, comme je dis souvent, ce ne sont pas des gens qui marchent nus comme on croit, ce sont des gens qui sont habillés, qui sont à la tête de la société. Si vous avez un malade mental sexuel, un psychopathe sexuel à la tête d'une entreprise ou d'un pays, mais on va vers quoi? C'est le carnage. Voilà, donc c'est très grave. Et puis, moi j'ai envie de dire merci quand même, parce que mes confrères ont compris. Au début, c'était compliqué parce qu'après, d'autres me demandaient non, toi, ton histoire là, même, tu sors même d'où? Est-ce que c'est une spécialisation qu'on connaît? Vraiment, tu n'as pas besoin. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Ça a pris une autre. Il referme. Il recommande. Voilà. Il recommande. D'autres consultent parce que vous avez demandé est-ce qu'ils consultent. Ça a pris du temps, mais on commence à avoir des confrères qui viennent, qui me disent que donc j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Ça veut dire que la voix porte quand même. Et d'autres jeunes confrères aussi qui veulent justement se spécialiser dans le domaine. Et c'est ça justement, pour qu'on puisse atteindre le nirvana comme on veut, il faut qu'il y ait plus de personnes qui se mêlent au combat. On sait que le Cameroun a un problème d'accès aux spécialistes, mais quand on parle encore de sexothérapie, c'est la catastrophe. Dr Nastia, unique pour l'heure au Cameroun. Vivement que la relève, vivement qu'il y ait d'autres jeunes formés pour qu'on puisse répondre. Parce que, en parlant de sexualité, santé mentale, ce sont des questions de santé publique. C'est dire l'ampleur de la demande. Et je suis en train de mettre sur pied un projet pour former mes confrères. Parce qu'il y a des personnes, j'ai pris l'exemple à un de mes grands frères dernièrement. Je lui ai dit, il y a un papa qui est entré dans ton bureau, et puis je suis là. Il t'a dit, mon fils, j'ai mal à la tête. Directement, tu as entré l'histoire de la maladie, tu as demandé, tu as posé des questions, tu as pris l'attention, tu as pris. Est-ce que tu lui as demandé la cause de ces céphalies? Quand je dis la cause, ce n'est pas qu'il va te dire, j'ai dormi, je me suis réveillée, ça c'est l'installation, mais la cause. Quand le papa là est sorti de son bureau, j'ai discuté avec lui. Il a quel problème? Ça fait 3 mois, il a des troubles érectiles. Il n'arrive pas à être équilibré dans son mariage. Toi, tu l'as déjà rempli dans ta vie. Tu vois, ça fait que dès qu'il sort de là, les maux de tête vont baisser. Il va rentrer chez lui, ça va recommencer. Il peut entrer dans une dépression très grave et il se suicide. Et puis on dirait qu'il est passé dans le bureau de docteur tel. Exactement. Donc, moi, je vais organiser des formations pour leur donner les armes nécessaires pour pouvoir faire face, ne serait-ce que même si c'est au niveau 1, à tous ces problèmes-là, pour que justement ça puisse au moins se alléger la tâche de mes futurs confrères qui viendront après moi et pour qu'on puisse avoir quand même un pays et un continent sain, parce que moi je fais des consultations à travers le monde, c'est pas seulement au Cameroun, je consulte les Congolais, les Togolais, les Ivoiriens et ceux de la diaspora, et moi je me rends même compte, j'ai des patients de la diaspora qui me disent que docteur, je suis allée voir un sexothérapeute d'ici, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. La sexualité, comme on disait, c'est la sexualité d'un Africain, c'est l'environnement, le contexte, ça n'a rien à voir. L'éducation. Exactement. Il me dit, moi je suis allée voir, j'ai vu un sexothérapeute parce qu'il y en a de l'autre côté, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Je me suis plutôt sentie compris chez toi. Je dis oui, parce que moi, j'essaie d'adapter ça à nos réalités du continent, donc c'est un peu ça. C'est très grave, la santé publique. Moi, j'ai envie vraiment que les médecins comprennent et les personnels de santé, l'impact de la santé mentale sur la santé publique. La santé clinique est trop mise en avant. Et la santé mentale, les problèmes de santé mentale sont plus graves d'ailleurs parce qu'ils sont très dissimilaires. On s'achemine vers le mois de mai qui est le mois de la santé mentale. Voilà. L'accent doit être mis là-dessus et amené. Et justement, ne plus aborder les questions de sexualité avec la légèreté qui semble être, qui se généralise, mais prendre ces questions-là avec sérieux parce que les réseaux sociaux, malheureusement ou heureusement, c'est bien Internet, mais les réseaux
sociaux ont tellement banalisé les questions de sexualité, où on verra des conjoints jouer sur les émotions de l'autre en jouant, surfant sur le sexe. Ça veut dire tu me donnes, tu as droit, mais on n'imagine pas l'impact, les répercussions sur la santé mentale de l'autre. Oui, je vais même prendre un exemple par les réseaux sociaux. Il y a le trouble exhibitionniste qui se développe à travers les réseaux sociaux. Les jeunes filles, on constate de plus en plus que les jeunes filles prennent plaisir à prendre leur caméra, à danser pratiquement nues devant les réseaux sociaux. Ça peut cacher un trouble, c'est le trouble exhibitionniste. C'est un trouble mental lié à la sexualité. Parce que là, on est dans la recherche constante de l'appréciation de l'autre. On veut démontrer son sexe à pile. Ça, ce sont des déformations de santé mentale liées à la sexualité. Donc, il y a beaucoup d'angles comme ça qu'on peut explorer, mais qui sont sous-estimés. Aujourd'hui, si tu es une femme, tu es couverte comme je suis couverte là et tout, on va dire « Ah !» Mais dès que tu vas voir une dame prendre des caméras, elle est bien sexy. Et d'ailleurs, si tu lui poses la question « Pourquoi est-ce que tu te mets comme ça là, présentement ?» Elle va te dire « Mais c'est parce que je suis belle. » Est-ce que c'est ça qui définit la beauté? Donc, elle peut me mettre malade. Parce que moi, j'en déniche souvent là, à travers les discours. Parfois, je suis comme une petite folle, c'est-à-dire que je suis sur l'écran et je suis en train de dénicher les pathologies des gens comme ça. Là, non, mais ça veut dire qu'on vous traite finalement comme un psychologue ou un psychiatre. Oui, je suis psychothérapeute, voilà. Donc c'est pareil. C'est pareil. Oui, je suis psychothérapeute spécialisée en sexualité. Donc c'est la psychothérapie en fait. Non, voilà. C'est dire qu'on doit juste se mettre au boulot. Marie-Christine, merci. On s'est dit rendez-vous le 14. Oui, merci de m'avoir invité. Rendez-vous le 14 juin à Abidjan pour un événement inédit, le Salon international de la lingerie Afrique. Donc, j'ai un petit appel quand même à lancer aux entreprises qui sont frileuses quand on leur parle de lingerie. Oui, bon, ça ne rentre pas trop dans notre stratégie de... Ok, d'accord. Quelle est votre stratégie? C'est vrai. Soutenir les femmes entrepreneurs, soutenir... l'industrie, les talents locaux, soutenir l'économie. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans votre stratégie exactement? C'est parce qu'on a dit lingerie, le mot magique. Pitié, nous aussi, nous sommes des entrepreneurs. Voilà. Nous aussi, on a besoin de financement, on a besoin de formation, on a besoin de soutien. Donc, arrêtons un peu d'être frileux. Et il faudrait qu'on sorte de cette logique-là, parce que si on prend les salons de la lingerie ailleurs, c'est sur des superficie, mais alors inimaginable qu'on a on a des allées où tu ne peux pas faire le tour. Exact, tu ne peux pas. En une journée, tu ne peux pas. Et derrière, ce sont des milliards en termes de marché, de dollars, en termes d'euros. Et sur le continent, c'est banalisé. Pourtant, c'est un Pourtant, le potentiel est là. Pourtant, le potentiel est là. Moi, je pense que je pense que parfois, c'est aussi l'ignorance. Je pense que comme on a fait l'émission, on a essayé de décanter un peu le savoir en ce qui concerne l'initiative du Salon de la lingerie. Peut-être ils vont comprendre. Parce que quand Marie-Christine se place, comme elle a dit, dès qu'il voit la lingerie, un homme se rappelle qu'il avait un chat derrière. Donc, il se dit que... Parfois, c'est que tu claques sa conscience, en fait. Et puis, il t'associe peut-être à ce qui est néfaste. Néfaste, voilà. Que lui, il fait par derrière, ou une femme, parce que ça va dans les deux sens. Dès que tu mets les jeux, une femme, elle pense à la petite de son mari, qui va se faire les factures. Et toi, tu veux le financement. Et toi, tu veux le financement. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Je pense que tout le monde, ou ceux qui nous ont regardés, ne sortiront pas de cette émission comme à l'entame. Ça a suscité certainement des vocations, ça a suscité des prises de conscience. Moi, en tant que maman, c'est une prise de conscience de ouf. Merci, Dr Nastia, parce que le plus souvent, on reproduit ce qu'on a reçu sans même s'en rendre compte. Et surtout, en matière de sexualité, on verra, par exemple, des jeunes filles ou des jeunes garçons partir de chez eux sans jamais avoir une discussion avec le parent sur... Et même lorsqu'on dit vagin, pénis, c'est des mots qu'on ne prononçait pas. Oui, c'est des mots qu'on ne prononçait pas. Et pourtant, c'est une partie du corps et c'est normal d'en parler. Donc, c'est vrai que ce n'est qu'un début, mais déjà, chapeau pour ce que vous faites sur vos plateformes et ce que vous faites dans votre clinique au quotidien. Et je retiens simplement que c'est une
sexothérapie, la sexothérapie, le Cameroun, l'Afrique, le monde en a besoin pour une génération saine. Et équilibrée. Martial, merci. Ouais, merci à toi, merci à nos invités. On se retrouve samedi. Oui, samedi prochain. Voilà. Marie-Christine, on s'est dit rendez-vous à Abidjan et qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon, la réussite et que la 2e édition soit à Douala. Non, attends, je peux être égoïste sur le coup, non? Je peux penser à moi. C'est normal. Je peux penser à moi. C'est normal. Le continent d'abord. Voilà. Mais attention, Douala, si vous voulez accueillir ce salon-là, là, moi, je parle en tant que femme. Je parle en tant que présentatrice de cette émission. Et la raison d'être de cette émission, c'est de faire bouger les lignes et de faire asseoir le leadership féminin. Si Douala veut mériter ce salon, Douala devrait aussi être à la hauteur. Et être à la hauteur, c'est quoi? C'est considérer le secteur de la lingerie comme un secteur porteur, c'est-à-dire mettre des politiques publiques qui puissent permettre aux femmes entrepreneurs dans le domaine. Elle l'a dit, Marie-Christine, c'est 98% de femmes actrices dans ce domaine-là, qu'elles puissent être bancables, qu'elles puissent avoir accès au financement, l'accompagnement et surtout l'encadrement. Douala, la balle est dans votre camp. Marie-Christine Molu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nastia, merci. Martial, à samedi. Merci Martial. Voilà, c'est dit. On se retrouve samedi prochain, 7 jours. Comme je le dis à chaque fois, ça passe très vite, vous le savez. Akiba.